Et on va donc écouter Marine Tondelier. Eh bien écoutez, je pense qu'on a été fidèle à nos valeurs et à ce que nous sommes. On a été extrêmement franc, extrêmement cash, transparent, mais comme nous le sommes toujours. C'est-à-dire qu'on a le mérite de dire la même chose devant les journalistes qu'on a toujours, c'est-à-dire qu'on a le mérite de dire la même chose devant les journalistes dans les bureaux de Premier ministre, et je pense que par ailleurs c'est apprécié. On a le mérite de la franchise et de la constance qui se perd parfois en politique. Donc on a beaucoup parlé des valeurs, de notre inquiétude pour le pays, de voir voilà, notamment la notion même de front républicain abîmé, etc. Tout ce que cela signifiait, tous les dangers que ça représentait dans le pays. Je dois vous dire que quand on voit dans une interview du Premier ministre beaucoup d'arguments pour expliquer à quel point c'est très important qu'ils reçoivent le Rassemblement national parce qu'ils représentent des électeurs et donc des Français, mais dans la même interview expliquer qu'il n'y a que 3 partis républicains à gauche et que la France insoumise n'en fait pas partie, c'est-à-dire qu'il donne dans cette interview, sans aller plus en détail, un bon point au RN et un mauvais à l'AFI. C'est même plus un signe égal, c'est un signe qui indique une forme de préférence. Ça nous a beaucoup choqué tous, et donc nous lui avons rappelé que derrière chaque député RN se cache certes il se cache pas d'ailleurs des électeurs RN, mais que derrière chaque député insoumis se trouvent non seulement des électeurs insoumis dont on voit pas bien pourquoi ils devraient être moins bien traités, moins bien respectés par la République que des électeurs RN, mais aussi des électeurs écologistes, communistes, socialistes, centristes et même de droite, puisque certains ont la bonne idée, et on les en remercie, de participer au Front républicain avec nous. Et donc, quand on est Premier ministre de ce pays, on ne peut pas s'exprimer comme ça sur des partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale et que nous respectons et avec lesquels nous travaillons. Cela étant dit, sur le fond, on a abordé énormément de sujets. Évidemment que le sujet avec lequel nous on vient et dont on sait que personne ne l'abordera si nous ne le faisons pas, c'est les sujets environnementaux. Vous savez que le réseau Action Climat a listé 43 reculs environnementaux majeurs depuis le début de l'année, alors que nous ne sommes que le 15 septembre et que ça, à un moment, c'est affolant, y compris les milieux économiques s'en inquiètent parce que des grands entrepreneurs dans certaines filières ne savent plus quoi faire, comment avancer, comment se projeter. Donc nous avons été très clairs et très longs sur ces sujets. On a évidemment parlé de la justice sociale et de la justice fiscale. On vous rappelle quand même que les écologistes ont porté à l'Assemblée nationale, dans la niche écologiste avec Eva Sass et Clémentine Autain, la fameuse taxe Zuckman, dont maintenant tout le monde nous explique que c'était leur idée. C'est très bien, c'est libre de droit du moment qu'on fait avancer le sujet, mais nous l'avions mise dans notre niche et fait adopter. Et aujourd'hui, on voit que 86% des Français y sont favorables, mais c'est très intéressant, 92% des électeurs de Renaissance y sont favorables. 92% des électeurs de Renaissance sont favorables à cette mesure. Et donc ce que l'on demande, c'est que l'on arrête de trouver plein d'excuses aux ultra-riches, parce que j'entends depuis des jours « Ah mais les pauvres, comment ils vont faire s'ils ont envie de quitter le pays, leurs biens professionnels, c'est des biens professionnels ». Je n'ai jamais entendu ces mêmes éditorialistes et ces mêmes politiques s'inquiéter de comment allaient faire les chômeurs quand on coupait leurs droits, ou les bénéficiaires de l'APL quand on leur allait retirer 5 € par mois. Donc à un moment, tout ça est indécent. On parle de personnes dont le patrimoine a été multiplié par 3 en 10 ans. Et donc, tout va bien pour eux. Et leur patrimoine leur apporte 10% par an. Donc, quand on en taxe 2%, il leur en reste un certain nombre en plus et tout va bien se passer. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles nous avons beaucoup insisté et sur lesquelles nous attendons des réponses fermes que, pour tout vous dire, nous n'avons pas eu aujourd'hui parce que je pense que M. Lecornu, n'est pas prêt. Il vient d'arriver. Il a beaucoup de rendez-vous privés avec Bercy, etc. Deuxièmement, il est en train de consulter tout le monde. Donc, on n'a pas eu de réponse très claire. Mais nous, nos arguments l'ont été. On a évidemment parlé beaucoup des collectivités locales. C'est beaucoup abordé évidemment du côté du Sénat parce que c'est un sujet qui touche à la fin tous les Français, même ceux qui ne s'intéressent pas forcément au sujet, sont à la fin impactés dans leur quotidien parce que la décentralisation promise par Emmanuel Macron en 2017 n'a pas eu lieu. Au contraire, on a eu un État très jacobin et c'était la double peine puisque non seulement il n'a pas eu lieu, mais qu'en plus l'État, comme il s'est désengagé de beaucoup de choses, a laissé les collectivités seules et en première ligne sur beaucoup de sujets. Et puis on a parlé démocratie parce qu'on voit bien que le lien de confiance et la nomination de M. Lecornu n'y est pas étrangère, cette énième nomination contre le résultat des urnes, le lien de confiance entre les Français et ceux qui nous gouvernent est déjà très abîmé, mais on est au bord de la crise de nerfs et de la rupture en réalité. Donc voilà, on sera nombreux dans la rue demain pour toutes les raisons que je viens de citer. Je dis quand même un petit mot sur le Mercosur aussi qui est abordé, mais je pense que ce sera abordé parce qu'on voit bien que même sur les
promesses auxquelles ces gouvernements s'étaient accrochés, et le Mercosur est un exemple. Allez-y, le président de la République avait été extrêmement expansif, extrêmement, y compris même peut-être viriliste sur le sujet en disant jamais, etc. Et puis là, ils se sont complètement couchés, sans aucune explication. Et les premiers à qui ils devaient cette explication, c'était les agriculteurs. Donc nous disons depuis des décennies, nous avons une position constante sur le sujet. Nous ne voulons pas, et nous ne voudrons jamais que les agriculteurs français soient la variable d'ajustement des traités de libre-échange et des profits d'autres secteurs. Nous l'avons toujours dit, et donc certains essayent toujours d'organiser une petite bagarre entre les agriculteurs et les écologistes. La réalité, c'est que sur ce sujet du Mercosur, comme sur d'autres, l'artificialisation des sols, les produits locaux dans les cantines ou des revenus justes pour les agriculteurs, nous sommes à la fin souvent très seuls à nous battre. Et donc, ce sujet du Mercosur, nous continuerons de le porter contre vents et marées en leur mettant la pression sur ce sujet-là comme sur tous les autres que je viens de citer. Et je laisse la parole à Cyril Chaton. Il y avait dans ce rendez-vous un air de déjà-vu. Nous avions fait les rendez-vous avec Elisabeth Borne, nous avons fait les rendez-vous avec Gabriel Attal, avec Michel Barnier, puis avec François Bayrou. Eh bien finalement, c'est toujours la même politique, les visages changent, les visages changent, mais la ligne politique reste. Nous avons dit au Premier ministre ce que nous souhaitions en tant que groupe écologiste et social. Marine Tondelier l'a dit, c'est déjà de la justice fiscale et de la justice sociale. Voilà, on vient d'écouter Marine Tondelier à l'issue de cet entretien, long entretien avec Sébastien Lecornu, le Premier ministre, dans le cadre de ses consultations à Matignon.